noire et tranchante, est la plume du maître de la satire et de la prose anglaise, Jonathan Swift. Il est de nos jours l'un des plus grands écrivains anglo-irlandais, connu pour son œuvre emblématique Les Voyages de Gulliver, dans laquelle il explore les travers de la société et de la politique de son époque à travers le prisme de l'absurde et de la fantaisie. La satire qui suit, intitulée de son titre complet « Modeste proposition pour éviter que les enfants des pauvres ne soient une charge pour leurs parents ou leur pays et pour les rendre utiles au public », publiée anonymement en 1729, dépeint de manière ironique et provocante la misère sociale et économique de l'Irlande du XVIIIe siècle, proposant une solution choquante pour remédier à la surpopulation et à la pauvreté. Telle une arme incisive littéraire, empreinte d'ironie et d'humour noir, il cible avec une acuité sans pareille la domination anglaise en Irlande, les stéréotypes dégradants sur les Irlandais, les politiques économiques oppressives et les propriétaires de terres exploitants, afin de dénoncer les injustices et les absurdités de son époque. Je vous invite à plonger dans l'univers captivant et souvent dérangeant de son œuvre sanglante, dont la courageuse exploration des tabous les plus sombres de l'humanité vous promet une écoute saisissante. Préparez-vous à être surpris, choqué, peut-être même un peu dérangé. Mais surtout, préparez-vous à une profonde réflexion sur la nature humaine et les enjeux de la société. Et vous, franchiriez-vous la délicate frontière entre la moralité et la folie qui conduit dans les abominables affres du cannibalisme? C'est une triste chose pour ceux qui se promènent dans cette grande ville ou voyagent dans la campagne que de voir les rues, les routes et les portes des cabanes encombrées de mendiantes, que suivent 3, 4 ou 6 enfants, tous en haillons, et importunant chaque passant pour avoir l'aumône. Ces mères, au lieu d'être en état de travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer tout leur temps à mendier de quoi nourrir leurs malheureux enfants, qui, lorsqu'ils grandissent, deviennent voleurs faute d'ouvrage ou quittent leur cher pays natal pour s'enrôler au service du prétendant d'Espagne ou se vendent aux Barbades. Tous les partis tombent d'accord. Je pense que ce nombre prodigieux d'enfants sur les bras, sur le dos ou sur les talons de leur mère, et souvent de leur père, est dans le déplorable état de ce royaume un très grand fardeau de plus. C'est pourquoi quiconque trouverait un moyen honnête, économique et facile de faire de ses enfants des membres sains et utiles de la communauté aurait assez bien mérité du public qu'on lui érigeât une statue comme sauveur de la nation. Mais ma sollicitude est loin de se borner aux enfants des mendiants de profession. Elle s'étend beaucoup plus loin, et jusque sur tous les enfants d'un certain âge qui sont nés de parents aussi peu en état réellement de pourvoir à leurs besoins que ceux qui demandent la charité dans les rues. Pour ma part, ayant tourné mes pensées depuis bien des années sur cet important sujet et mûrement pesé les propositions de nos faiseurs de projets, je les ai toujours vus tomber dans des erreurs grossières de calcul. Il est vrai qu'un enfant dont la mère vient d'accoucher peut vivre de son lait pendant une année solaire avec peu d'autre nourriture. La valeur de 2 shillings au plus que la mère peut certainement se procurer, ou l'équivalent en rogatons
dans son légitime métier de mendiante. Et c'est précisément lorsque les enfants sont âgés d'1 an que je propose de prendre à leur égard des mesures telles qu'au lieu d'être une charge pour leurs parents ou la paroisse, ou de manquer d'aliments et de vêtements le reste de leur vie, ils contribuent au contraire à nourrir et en partie à vêtir des milliers de personnes. Un autre grand avantage de mon projet, c'est qu'il préviendra ces avortements volontaires et cette horrible habitude qu'ont les femmes de tuer leurs bâtards, habitude trop commune hélas parmi nous. Ces sacrifices de pauvres petits innocents, pour éviter la dépense plutôt que la honte, je soupçonne, qui arracherait des larmes de compassion au cœur le plus inhumain, le plus barbare. La population de ce royaume étant évaluée d'ordinaire à 1,5 million, je calcule que, sur ce chiffre, il peut y avoir 200 000 couples dont les femmes sont fécondes. De ce nombre, je soustrais 30 000 couples qui sont en état de pourvoir à la subsistance de leurs enfants, quoique je ne pense pas qu'il y en ait autant dans l'état où est ce royaume. Mais en admettant ceci, il restera 170 000 femmes fécondes. Je soustrais encore 50 000 pour les fausses couches ou pour les enfants qui meurent d'accidents ou de maladies dans l'année. Reste par an 120 000 enfants qui naissent de parents pauvres. La question est donc, comment élever cette multitude d'enfants et pourvoir à leur sort? Ce qui, comme je l'ai déjà dit, dans l'état présent des affaires, est complètement impossible par les méthodes proposées jusqu'ici, car nous ne pouvons les employer ni comme artisans, ni comme agriculteurs. Nous ne bâtissons pas de maisons, à la campagne j'entends, et nous ne cultivons pas la terre. Il est fort rare qu'ils puissent vivre de vol avant l'âge de 6 ans, à moins de dispositions toutes particulières. Quoique j'avoue qu'ils en apprennent les rudiments beaucoup plus tôt, durant lequel temps ils peuvent néanmoins, à proprement parler, être considérés comme de simples aspirants. Ainsi que me l'a expliqué un des principaux habitants du comté de Cavan, qui m'a protesté qu'il n'avait jamais rencontré plus d'1 ou 2 cas au-dessous de 6 ans, même dans une partie du royaume si renommée pour sa précocité dans cet art. Nos négociants m'ont assuré qu'avant 12 ans, un garçon ou une fille n'est pas du tout de défaite. Et même à cet âge, ils ne valent pas plus de 3 livres. Ou tout au plus, 3 livres et une demi-couronne à la bourse, ce qui ne saurait indemniser les parents ni le royaume, les frais de nourriture et de guenilles valant au moins 4 fois autant. Je proposerai donc humblement mes propres idées, qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. Un jeune Américain de ma connaissance, homme très entendu, m'a certifié à Londres qu'un jeune enfant bien sain, bien nourri, est à l'âge d'1 an un aliment délicieux, très nourrissant et très sain. Bouilli, rôti, à l'étuvée ou au four. Et je ne mets pas en doute qu'il ne puisse également servir en fricassé ou en ragoût. J'expose donc humblement à la considération du public que les 120 000 enfants dont le calcul a été fait, 20 000 peuvent être réservés pour la reproduction de l'espèce, dont seulement un quart de mâles, ce qui est plus qu'on ne réserve pour les moutons, le gros bétail et les porcs. Et ma raison est que ces enfants sont rarement le fruit du mariage, circonstance à laquelle nos sauvages font peu d'attention. C'est pourquoi un mâle suffira au service de 4 femelles,
que les 100 000 autres restants peuvent, à l'âge d'1 an, être offerts en vente aux personnes de qualité et de fortune dans tout le royaume, en avertissant toujours la mère de les allaiter copieusement dans le dernier mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une bonne table. Un enfant fera 2 plats dans un repas d'amis, et quand la famille dîne seule, le train de devant ou de derrière fera un plat raisonnable, et assaisonné avec un peu de poivre et de sel, sera un très bon bouilli le 4e jour, spécialement en hiver. J'ai fait le calcul qu'en moyenne, un enfant qui vient de naître pèse 20 livres, et que dans l'année solaire, s'il est passablement nourri, il ira à 28. J'accorde que cet aliment sera un peu cher, et par conséquent, il conviendra très bien aux propriétaires qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants. La chair des enfants sera de saison toute l'année, mais plus abondante en mars, et un peu avant et après. Car il est dit par un grave auteur, un éminent médecin français, que le poisson étant une nourriture prolifique, il naît plus d'enfants dans les pays catholiques romains environ 9 mois après le carême qu'à toute autre époque. C'est pourquoi en comptant une année après le carême, les marchés seront mieux fournis encore que d'habitude, parce que le nombre des enfants papistes est au moins de 3 contre 1 dans ce royaume. Cela aura donc un autre avantage, celui de diminuer le nombre des papistes parmi nous. J'ai déjà calculé que les frais de nourriture d'un enfant de mendiant, et je fais entrer dans cette liste tous les cotagers, les journaliers et les 4/5 de fermiers, étaient d'environ 2 shillings par an, guenilles comprises. Et je crois qu'aucun gentleman ne se plaindra de donner 10 shillings pour le corps d'un enfant bien gras, qui, comme j'ai dit, fera 4 plats d'excellente viande nutritive lorsqu'il n'aura que quelque ami particulier ou son propre ménage à dîner avec lui. Le squire apprendra à être un bon propriétaire et deviendra populaire parmi ses tenanciers. La mère aura 8 shillings de profit net et sera en état de travailler jusqu'à ce qu'elle produise un autre enfant. Ceux qui sont plus économes, et je dois convenir que les temps le demandent, peuvent écorcher le corps. La peau, artistement préparée, fera d'admirables gants pour les dames et des bottes d'été pour les beaux messieurs. Quant à notre cité de Dublin, des abattoirs peuvent être affectés à cet emploi dans les endroits les plus convenables, et les bouchers ne manqueront pas assurément. Toutefois, je recommande d'acheter de préférence des enfants vivants, et de les préparer tout chauds sortant du couteau, comme nous faisons pour les porcs à rôtir. Une très digne personne qui aime sincèrement son pays et dont j'estime hautement les vertus, a bien voulu dernièrement, en discourant sur cette matière, proposer un amendement à mon projet. Elle a dit que nombre de gentlemen de ce royaume, ayant détruit depuis peu leur gros gibier, elle croyait que l'on pouvait suppléer à ce manque de venaison par des corps de jeunes garçons et de jeunes filles, pas au-dessus de 14 ans et pas au-dessous de 12 ans, tant d'enfants des deux sexes étant en ce moment menacés de mourir de faim, faute d'ouvrage ou de service. Et les parents, s'ils sont encore en vie, ou à défaut de ceux-ci, leurs plus proches parents, étant tout disposés à s'en défaire. Mais avec toute la déférence due à un si excellent ami et à un si digne patriote, je ne puis être tout à fait de son sentiment.
Car pour ce qui est des mâles, l'Américain que je connais m'a assuré, pour en avoir fait souvent l'expérience, que leur chair était généralement dure et maigre, comme celle de nos écoliers, et que les engraissés ne paieraient pas les frais. Quant aux femelles, ce serait, je pense en toute soumission, une perte pour le public, parce que bientôt elles deviendraient fécondes d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, il n'est pas improbable que des gens scrupuleux seraient portés à censurer cette mesure, quoique bien injustement il est vrai, comme frisant un peu la cruauté, ce qui, je l'avoue, a toujours été à mes yeux la plus forte objection contre tout projet, quelque bonne qu'en soit l'intention. Mais je dois dire à la justification de mon ami qu'il confessa que cet expédient lui avait été mis en tête par le fameux Psalmanazar, natif de l'île de Formose, qui vint à Londres il n'y a pas plus de 20 ans, et raconta à mon ami que dans son pays, chaque fois qu'on mettait quelqu'un de jeune à mort, l'exécuteur vendait le corps à des personnes de qualité comme grande friandise. Et que de son temps, le corps d'une fille dodue de 15 ans, qui avait été crucifiée pour tentative d'empoisonnement sur l'empereur, fut vendu au premier ministre de Sa Majesté impériale et autres grands mandarins de la cour par quartier au sortir du gibet pour 400 couronnes. En effet, je ne puis nier que si on tirait le même parti de plusieurs dodues jeunes filles de cette ville, qui sans un sou de fortune ne peuvent sortir qu'en chaise à porteur et se montrent à la comédie et aux assemblées dans des toilettes venues de l'étranger, et qu'elles ne paieront jamais, le royaume ne s'en trouverait pas plus mal. Quelques personnes portées au découragement sont fort inquiètes de ce nombre de pauvres gens qui sont âgés, malades ou estropiés, et j'ai été prié de chercher dans ma tête ce que l'on pourrait faire pour soulager la nation d'une si lourde charge. Mais je ne suis pas le moins du monde embarrassé à ce sujet, car il est bien connu qu'ils meurent et pourrissent chaque jour de froid et de faim, de saleté et de vermine, aussi vite qu'on peut raisonnablement s'y attendre. Et quant aux jeunes journaliers, leur état aujourd'hui donne presque autant d'espérance. Ils ne trouvent pas d'ouvrage et par conséquent dépérissent faute de nourriture. À un degré tel que si par hasard on leur confie le plus simple travail, ils n'ont pas la force de le faire. Et ainsi, le pays et eux-mêmes sont heureusement délivrés des maux à venir. Cette digression est trop longue, et je reviens à mon sujet. Je crois que les avantages de ma proposition sont évidents et nombreux, ainsi que de la plus haute importance. Premièrement, comme je l'ai déjà fait observer, elle diminuerait considérablement le nombre de papistes dont nous sommes inondés tous les ans, car ce sont les plus grands faiseurs d'enfants de la nation, aussi bien que ses plus dangereux ennemis. Et s'ils restent au pays, c'est afin de livrer le royaume aux prétendants, espérant profiter de l'absence de tant de bons protestants, qui ont mieux aimé s'expatrier que de rester chez eux et de payer la dîme à un curé épiscopal contre leur conscience. Deuxièmement, les plus pauvres tenanciers auront quelque chose à eux que la justice pourra saisir et affecter au paiement de la rente de leurs propriétaires, leur blé et leur bétail étant déjà saisis et l'argent une chose inconnue. Troisièmement, attendu que l'entretien de 100 000 enfants de 2 ans et au-dessus ne peut être évalué à moins de 10 shillings par tête et par année,
l'avoir de la nation s'accroîtra par là de 50 000 livres par an. Outre le profit d'un nouveau plat, introduit sur les tables de tous les gens riches du royaume qui ont quelque délicatesse de goût. Et l'argent circulera parmi nous, l'article étant entièrement de notre cru et de notre fabrication. Quatrièmement, les producteurs réguliers, outre le gain annuel de 8 shillings sterling par la vente de leurs enfants, seront quittes de leur entretien après la première année. Cinquièmement, cet aliment amènera aussi beaucoup de consommateurs aux tavernes, où les cabaretiers auront certainement la précaution de se procurer les meilleures recettes pour l'accommoder dans la perfection, et conséquemment auront leur maison fréquentée par tous les beaux messieurs qui s'estiment fort justement en raison de leur connaissance en cuisine. Et un cuisinier habile, qui sait comment ou engage ses hôtes, saura bien rendre celle-ci aussi coûteuse qu'il leur plaira. Sixièmement, ce serait un grand stimulant au mariage que toutes les nations sensées ont encouragé par des récompenses ou imposé par des lois ou des pénalités. Cela augmenterait le soin et la tendresse des mères pour leurs enfants, lorsqu'elles seraient sûres d'un établissement pour ces pauvres petits, soutenu en quelque chose aux frais et au profit du public. Nous verrions une honnête émulation entre les femmes mariées, à qui apporterait au marché l'enfant le plus gras. Les hommes deviendraient aussi aux petits soins pour leurs femmes en état de grossesse, qu'ils le sont aujourd'hui pour leurs juments, leurs vaches et leurs truies prêtes à mettre bas. Et ils ne les menaceraient plus ni du poing ni du pied, comme ils en ont trop souvent l'habitude, de peur d'avortement. On pourrait énumérer bien d'autres avantages. Par exemple, l'addition de plusieurs milliers d'animaux à notre exportation de bœuf en baril, la consommation plus abondante de la chair de porc, et un perfectionnement dans la manière de faire du bon lard, dont nous manquons si fort, par la suite de la grande destruction des cochons de lait qui se servent trop souvent sur notre table et qui ne sont nullement comparables comme goût et comme magnificence à un enfant d'1 an gras et d'une belle venue qui, rôti tout entier, fera une figure considérable à un repas de Lord Mayor ou à tout autre festin public. Mais cela et beaucoup d'autres choses, je n'en parle pas, tenant à être bref. En supposant qu'un millier de familles de cette ville achèteraient régulièrement de la viande d'enfant, indépendamment de ce qui s'en consommerait dans les parties de plaisir, particulièrement aux noces et baptêmes, je calcule que Dublin en prendrait environ 20 000 par an et le reste du royaume, où probablement il se vendrait un peu meilleur marché, les 80 000 autres. Je ne prévois aucune objection possible à ma proposition, à moins qu'on allègue que le chiffre de la population sera fort abaissé. Ceci, je l'avoue franchement, et c'est même une des principales raisons pour lesquelles je l'ai faite. Je prie le lecteur d'observer que mon remède n'est destiné qu'à ce seul et unique royaume d'Irlande, et à aucun autre qui ait jamais existé ou qui puisse, je crois, jamais exister sur la terre. Qu'on ne me parle donc pas d'autres expédients, de taxer nos absentis à 5 shillings par livre, de n'acheter ni vêtements ni meubles qui ne soient de notre cru et de nos fabriques, de rejeter complètement les matières et instruments qui encouragent le luxe étranger, de guérir nos femmes des dépenses qu'elles font par orgueil, par vanité, par oisiveté et au jeu,
d'introduire une veine d'économie, de prudence et de tempérance, d'apprendre à aimer notre pays, ce qui nous manque bien plus qu'au Lapon même et au Tampinambour. De cesser nos animosités et nos factions, et de ne plus faire comme les Juifs qui s'égorgeaient les uns les autres au moment même où on prit leur ville. De prendre un peu plus garde de ne pas vendre notre pays et notre conscience pour rien. D'enseigner aux propriétaires à avoir au moins 1 degré de miséricorde pour leurs tenanciers. Enfin, de faire entrer un peu d'honnêteté, d'industrie et de savoir-faire dans l'esprit de nos boutiquiers, qui, si la résolution pouvait être prise de n'acheter que nos marchandises, s'entendraient immédiatement pour nous tromper et nous rançonner sur le prix, la mesure et la qualité. Et n'ont jamais pu encore se décider à faire une honnête proposition de trafic loyal, malgré de fréquentes et vives invitations. C'est pourquoi, je le répète, que personne ne me parle de ces expédients et autres semblables, jusqu'à ce qu'il ait au moins quelques lueurs d'espoir qu'on essaiera de tout cœur et sincèrement de les mettre en pratique. Mais quant à moi, là devoir offrir depuis maintes années une foule de futiles et oiseuses visions, je désespérais entièrement du succès lorsque je suis tombé par bonheur sur cette proposition qui, outre qu'elle est tout à fait neuve, a quelque chose de solide et de réel, n'entraîne aucune dépense et exige peu de soins, est tout à fait dans nos moyens et ne nous expose nullement à désobliger l'Angleterre. Car cette sorte de denrée ne supporte pas l'exportation, cette viande étant d'une consistance trop tendre pour rester longtemps dans le sel. Quoique peut-être je puisse nommer un pays qui ne demanderait pas mieux que de manger notre nation tout entière sans cet assaisonnement. Après tout, je ne suis pas tellement coiffé de mon idée que je rejette toute proposition faite par des hommes sensés qui seraient jugées aussi innocentes et peu coûteuses, aussi faciles et efficaces. Mais avant qu'on en mette une de cette espèce en concurrence avec la mienne, et qu'on en présente une meilleure, je désire que son auteur ou ses auteurs veuillent bien considérer mûrement 2 points. Premièrement, dans la condition où sont les choses, comment elles seront en état de trouver le vivre et le couvert pour 100 000 bouches et dos inutiles? Et deuxièmement, comme il existe dans ce royaume 1 million de créatures à figures humaines, que tous leurs moyens de subsistance mis en commun laisseraient en dette de 2 millions de livres sterling, ajoutant ceux qui sont mendiants de profession à la masse de fermiers, cotagers et journaliers avec femmes et enfants qui sont mendiants de fait. J'invite les hommes politiques à qui mon ouverture déplaira et qui auront peut-être la hardiesse de tenter une réponse, à demander d'abord aux parents de ces mortels si, à l'heure qu'il est, ils ne regarderaient pas comme un grand bonheur d'avoir été vendus pour être mangés à l'âge d'1 an, de la façon que je prescris, et d'avoir évité par là toute la série d'infortunes par lesquelles ils ont passé, et l'oppression des propriétaires, et l'impossibilité de payer leur rente sans argent ni commerce, et le manque de moyens les plus ordinaires de subsistance, ainsi que d'un toit et d'un habit pour les préserver des intempéries du temps, et la perspective inévitable de léguer un tel sort, ou des misères encore plus grandes, à leur postérité jusqu'à la consommation des siècles.
Je déclare, dans la sincérité de mon cœur, que je n'ai pas le moindre intérêt personnel à poursuivre le succès de cette œuvre nécessaire. N'ayant d'autre motif que le bien public de mon pays, que de faire aller le commerce, assurer le sort des enfants, soulager les pauvres et procurer des jouissances aux riches. Je n'ai plus d'enfant dont je puisse me proposer de tirer un sou, le plus jeune ayant 9 ans, et ma femme n'étant plus d'âge à en avoir. Cette anecdote est empruntée à la description de l'île Formose par ce très extraordinaire imposteur Georges Psalmanazar, qui passa pendant quelque temps pour un natif de cette lointaine contrée. Il publia plus tard une rétraction de ses mensonges, avec beaucoup de témoignages de contrition, mais où perçait une rancune fort naturelle contre ceux qui l'avaient démasqué. Voici la traduction du passage auquel il fait allusion dans le texte. Nous mangeons aussi la chair humaine, ce qui, j'en suis convaincu maintenant, est une coutume barbare, quoique nous ne la pratiquions que sur nos ennemis déclarés tués ou pris sur le champ de bataille, ou bien sur les malfaiteurs légalement exécutés. La chair de ceux-ci est notre plus grande friandise, et 4 fois plus chère que la viande la plus rare et la plus délicieuse. Nous l'achetons de l'exécuteur, car les corps de tous les condamnés à la peine capitale sont ses profits. Aussitôt que le criminel est mort, il coupe son corps en morceaux, en exprime le sang et fait de sa maison un étal pour la chair d'hommes et de femmes, où viennent acheter tous ceux qui en ont les moyens. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, une grande, fraîche, jolie et grasse jeune fille d'environ 19 ans, dame d'atour de la reine, fut reconnue coupable de haute trahison pour avoir voulu empoisonner le roi. En conséquent, elle fut condamnée à subir la plus cruelle mort qu'on pourrait inventer. Et sa sentence fut d'être mise en croix et tenue vivante aussi longtemps que possible. La sentence fut mise à exécution. Lorsqu'elle s'évanouissait de douleur, le bourreau lui donnait des liqueurs fortes pour la ranimer. Le 6e jour, elle mourut. Ses longues souffrances, sa jeunesse et sa bonne constitution rendirent sa chair si tendre, si délicieuse et d'un tel prix, que l'exécuteur la vendit pour plus de 8 tailles, car il y avait une telle presse à ce marché inhumain que des gens du grand monde s'estimaient heureux s'ils parvenaient à en acheter 1 ou 2 livres.